Bienvenue. Exceptionnellement, le fait de l'actualité vous est présenté depuis le siège du Conseil national des droits de l'homme. Hier a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 7e session internationale de formation en droit international des droits de l'homme. Elle se poursuivra jusqu'au 28 octobre sous le thème « La prévention et la gestion des conflits et des droits de l'homme ». C'est le seul titre de ce journal. Bonjour à tous. La Semaine des droits de l'homme est bien partie avec l'ouverture de la 7e session internationale de formation en droit international des droits de l'homme. Il y aura des exposés et des cours thématiques durant toute la semaine. Cette année, la 7e session a été délocalisée sur Abidjan, contrairement aux éditions précédentes. À cet effet, Madame Alexandra Eltz, directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, évoque les raisons de cette délocalisation. L'idée de base de cette délocalisation, c'était de permettre à d'autres régions dans le monde de profiter de cette expertise et de cette plateforme que René Cassin, ensemble avec la Fondation Friedrich Naumann, propose lorsqu'elle tient donc ces sessions. La première journée a été marquée par la conférence inaugurale sous le thème « Construction du droit international des droits de l'homme » animée par le professeur de droit public à l'école de droit de l'Université de Paris, professeur Laurence Burgorg-Larsen, suivie dans l'après-midi d'une conférence animée par le professeur Sébastien Touzé, directeur de la Fondation René Cassin, sur le thème du système international de protection des droits de l'homme. Et justement, c'est quoi le système international de protection des droits de l'homme? Il nous répond. Alors le système international de protection des droits de l'homme, c'est d'abord l'ensemble des textes, en partant de la Déclaration universelle et en allant jusqu'à toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées par les États en matière de protection des droits de l'homme. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, mais on a également toutes les conventions spécialisées comme la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits de l'enfant qui est peut-être la plus connue, la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale, la Convention contre la torture. Donc ce sont tous ces textes, mais on y ajoute également l'examen du mécanisme de surveillance qui va permettre de vérifier que les États se conforment à leurs obligations en la matière et va permettre également de sanctionner, si nécessaire, les violations des droits qui sont consacrés par ces conventions. Parlant du système, il était aussi question de la protection des activistes des droits humains à l'heure actuelle. La réponse avec professeur Sébastien Touzé. Bien protégé, sur le papier oui, mais en réalité, en pratique, non, pas du tout. Et on le constate, et c'est vrai d'ailleurs dans de nombreuses démocraties, comme dans des États totalitaires, les activistes, comme les défenseurs des droits, comme on les appelle de façon plus générale, ces défenseurs font l'objet de persécutions. Alors ces persécutions vont de l'intimidation, mais vont également jusqu'à la violence, jusqu'au meurtre. Et dans de nombreux pays, on constate que les défenseurs des droits, parce qu'ils ont voulu faire valoir leurs convictions, qu'ils ont voulu alerter l'opinion, parce qu'ils ont voulu prendre fait et cause pour des victimes, eh bien, ont perdu la vie, ont perdu des proches. Donc si je dois dire qu'ils sont bien protégés, je dis non, ils ne sont pas assez protégés. Il doit y avoir une prise de conscience, un renforcement de la protection accordée aux défenseurs des droits. Par ailleurs, cette journée a été marquée par la signature d'un protocole de partenariat entre la Fondation René Cassin et la Fondation Friedrich Naumann pour l'organisation de cette 7e session internationale. Alors, qui sont les principaux partenaires de cette 7e session? Nous avons le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé le PNUD. Alors, c'est la fin de ce journal. Nous recevrons dans quelques instants Madame Alexandra Eltz et le professeur Sébastien Touzé. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Toute cette semaine, nous installons nos studios au Conseil national des droits de l'homme
au cœur de la 7e édition internationale de formation en droit international des droits de l'homme, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. Ici, nous recevrons les différents partenaires de cette Semaine des droits de l'homme autour du thème « La prévention et la gestion des conflits et les droits de l'homme ». Ma première invitée de cette semaine, que nous passerons ensemble depuis le siège du Conseil national des droits de l'homme, c'est Madame Alexandra Helt, la directrice régionale Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Pourquoi la Fondation a-t-elle fait l'option d'une délocalisation de cette session internationale de formation en droit international des droits de l'homme? Je rappelle que traditionnellement, c'est une formation qui se tient, je crois, à Strasbourg, si j'ai les bonnes informations. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de la délocaliser? L'idée de base de cette délocalisation, c'était de permettre à d'autres régions dans le monde de profiter de cette expertise et de cette plateforme que René Cassin, ensemble avec la Fondation Friedrich Naumann, propose lorsqu'elle tient donc ces sessions. Ce genre de sessions. Ouais. Alors, mais pourquoi donc cette année ce thème lié à la prévention et la gestion des conflits et les droits de l'homme? Pourquoi ce thème? Alors les sessions sont toujours autour du sujet clé, les droits de l'homme, et puis on décline chaque année avec un peu un focus différent, et cette année je pense que c'est malheureusement très pertinent comme choix. C'est un choix qui a été, oui, l'actualité nous montre que malheureusement, quand la décision a été prise il y a quelques mois avec les autres partenaires, parce que nous sommes les deux fondations sont les deux piliers des sessions, mais nous avons toujours aussi des partenaires. Et donc c'est une décision qui a été prise avec, tous ensemble, et je pense qu'ils ont sans doute sans le savoir, ils ont choisi un bon sujet parce que ça colle à l'actualité aussi. Voilà, ça colle à l'actualité et je pense que justement l'actualité nous montre que nous avons les instruments. Le problème, c'est pas tellement de ne pas avoir les instruments, c'est après de pouvoir les mettre en action. Et comme je pense que prévenir, c'est parfois mieux que guérir, je crois que le fait de prévenir une crise permet de mieux la gérer ou de même éventuellement de l'éviter. C'est la meilleure prévention d'ailleurs. Voilà. Si on arrivait vraiment à éviter les crises. Alors, Madame Helt, vous avez pris en août dernier la direction du bureau régional de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Quel état des lieux faites-vous de l'avancée des questions liées à la liberté dans les pays qui composent votre bureau? Alors, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas la Fondation Friedrich Naumann, qui est une fondation politique allemande qui existe depuis beaucoup d'années, qui a été créée à un moment après la Deuxième Guerre mondiale où l'Allemagne se trouvait dans une situation un peu compliquée et où les Alliés à l'époque ont voulu intégrer des instruments dans la société civile pour faciliter l'accès à justement des processus de démocratisation et en fait, pour que le citoyen se rende compte de ses droits et apprenne aussi à les mettre à les mettre en action, surtout si la société se trouve dans une situation un peu compliquée où justement les valeurs de démocratie, les valeurs libérales sont mises en cause. Donc je crois que c'est un instrument qui à l'époque était très pertinent dans l'Allemagne de l'après-guerre, mais c'est un sujet qui reste malheureusement pertinent jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes ici, moi je suis ici dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous dites très, très bien, je viens d'arriver, donc pour moi tout est nouveau, mais ça permet aussi d'avoir un regard neuf sur les choses. Et je suis ravie d'être là, mais effectivement, les choses se répètent, que ce soit ici, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit
dans le nord de l'Europe, au Sahel, dans les pays limitrophes en fait de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est très très important justement de prévenir pour pouvoir gérer ensuite. Très bien. Quels seront les grands axes de l'action du bureau pour les mois qui viennent en termes de formation, en termes d'éducation par exemple? Voilà, donc la formation et l'éducation sont des instruments très importants. C'est comme ça que nous agissons, en essayant surtout d'atteindre les jeunes, les populations jeunes dans tous ces pays, des jeunes qui sont avides de connaissances, avides de spécialisation, qui ont besoin de se rencontrer entre eux, de se former pour pouvoir mieux gérer justement les situations dans leurs propres activités, dans leur propre pays. Donc je pense je ne pense pas, mais on va en tout cas continuer sur cet axe de démocratisation et de justice. Mais nous avons un deuxième pilier qui pour nous en tant que fondation libérale est très importante, c'est tout ce qui est la partie entrepreneuriat, start-up. Donc pareil, inciter des jeunes à se lancer dans des projets qui parfois ne fonctionnent pas a priori, mais qui ensuite, en gagnant en expérience, peuvent être effectivement des bonnes fondations pour une vie en prospérité ici dans la région. Donc il y a aussi tout cet aspect de migration qui nous préoccupe. Et puis il y a un troisième sujet qui m'est particulièrement cher, c'est les femmes, la mise en réseau des femmes, le leadership féminin qui est déjà un sujet dont je pense la société se rend de plus en plus compte, mais qu'on peut encore plus aider à se développer. Alors, quelle appréciation faites-vous du partenariat tissé autour de cette septième session internationale de formation? Il y a la Fondation René Cassin, mais il y a aussi l'ambassade de France et le Conseil national des droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire. Ça, je trouve ça très très important parce que nous travaillons évidemment aussi avec des partenaires internationaux, européens ou autres. Et la connotation franco-allemande est voulue de notre part et je pense que c'est très très important. Mais je trouve que c'est très important aussi de travailler avec des partenaires locaux et je suis ravie de l'hospitalité que nous avons depuis 2 ans, je pense déjà, avec le Conseil des droits de l'homme ici à Abidjan, et le fait de pouvoir travailler ensemble avec eux sur ces sujets, à mon avis, aussi important que les partenariats internationaux que nous avons évidemment aussi. Toute dernière préoccupation, si vous le permettez. Alors depuis ce matin, la 7e édition a démarré. Comment jugez-vous tout ce qui s'est passé depuis le matin et qui va se poursuivre jusqu'à samedi prochain? Vous parliez de partenariat, vous me posiez la question. Et donc ce matin, on a eu l'occasion d'écouter donc les différents partenaires et leurs spécificités. Il y avait par exemple l'aspect du développement durable qui était d'ailleurs aussi une partie de notre travail que nous allons amplifier parce que je pense que c'est très très important d'avoir toujours ça à l'œil quand on parle de développement. Et donc voilà, donc il y a eu différents partenaires qui ont eu la possibilité de présenter aux participants leur point focus, leur spécialité. Et puis cet après-midi, on a eu une première activité déjà de formation avec un cours donné par le professeur Touzé. La salle était comble, il manquait des sièges tellement l'intérêt était grand et les jeunes sont absolument ravis d'être là. Et moi je trouve que c'est une belle chose de voir ce besoin, cet appétit des jeunes qui sont déjà formés, c'est déjà des juristes affirmés, mais qui viennent pendant toute une semaine avec un programme très très chargé et qui sont avides d'en savoir plus. Et puis d'échanger entre eux, c'est très très important aussi au niveau sous-régional. Je pense que c'est une très belle chose. Merci infiniment Madame Helt. Je vous souhaite un bon retour sur Dakar, puisque demain vous reprenez le vol.
À suivre l'entretien avec le professeur Sébastien Touzé, directeur de la Fondation René Cassin. Merci d'être passé par chez nous. Merci, merci. Bonjour à tous, je reçois le professeur Sébastien Touzé, directeur de la Fondation René Cassin. Professeur, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'accueillir. Ma toute première question, elle est simple. C'est qui René Cassin? René Cassin, vous avez plusieurs jours pour que je puisse répondre parce que l'histoire va être très longue. Non, je plaisante, mais je vais essayer de résumer un peu. René Cassin, c'est un grand juriste français qui était professeur de droit privé et qui, au moment de l'occupation allemande, a décidé de rejoindre la France libre du général de Gaulle et de devenir ainsi le juriste de la France libre. Le général de Gaulle l'a appelé à ses côtés à Londres et ensemble, ils ont mené la résistance et René Cassin avait en charge notamment de régler les détails juridiques d'un éventuel retour du général en France. Et lorsque la France a été libérée, René Cassin a été un homme particulièrement important en France. C'est lui qui a été à l'origine de plusieurs textes essentiels au moment de la libération. Et il va occuper des fonctions essentielles. Ça va être un juriste, comme je l'ai dit, de droit privé, mais qui va avoir quand même une particularité, c'est qu'il va être nommé vice-président du Conseil d'État, président du Conseil constitutionnel, et parallèlement à ses fonctions éminentes en France, il va également avoir une activité internationale majeure. Il va être envoyé dans le groupe de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour le côté français. Alors il n'est pas tout seul, hein. Il y aura Eleanor Roosevelt en particulier à ses côtés, mais il va avoir un rôle moteur. Il va être ainsi un des pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ensuite il va revenir sur le territoire français en étant le premier juge français à la Cour européenne des droits de l'homme et le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Et toute son action en faveur des droits, des libertés et de la paix va être reconnue à deux niveaux. Au niveau international, lorsqu'il va obtenir en 1968 le prix Nobel de la paix. Et ce prix Nobel de la paix, il va le consacrer à la création de la Fondation René Cassin. Et au niveau national, eh bien, René Cassin fait partie maintenant des grandes personnalités de la France qui sont au Panthéon. Et qui ont marqué l'histoire de la Exactement. France. Alors c'est la première journée de cette session internationale de formation en droit international des droits de l'homme. On peut dire que tout est bien parti. Tout est très bien parti. On a eu une formidable première journée avec plusieurs séquences. Il y a eu une cérémonie d'ouverture qui a permis à l'ensemble des partenaires d'exprimer leurs souhaits et puis leurs objectifs par rapport à cette formation. Je trouvais ça vraiment très important parce qu'on le voit dans les écrans qui passent derrière nous, c'est un partenariat très fort. Déjà, un binôme qui existe depuis des années, la Fondation Cassin, la Fondation Naumann. C'est un duo franco-allemand qui fonctionne parfaitement en Afrique de l'Ouest depuis plus de 12 ans maintenant, avec de multiples activités. Là, nous sommes à Abidjan, mais il y a quelques semaines, nous étions à Dakar. Auparavant, nous avions travaillé ensemble également à Bamako. On travaille également avec la Fondation Naumann, pas le bureau d'Afrique de l'Ouest, mais avec la Fondation Naumann en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un partenariat très fort. Et puis autour de nous, nous avons désormais des partenaires particulièrement importants. L'ambassade de France, l'ambassade de Suisse, le programme des Nations Unies pour le développement. Donc tout ceci réuni ce matin donnait véritablement un coup d'envoi assez prestigieux pour cette formation. Puis ensuite, il y a eu cette magistrale conférence inaugurale qui a été prononcée par la professeure Laurence Burger-Glarsen. Et puis cet après-midi, on a commencé à lancer la formation avec les premiers enseignements. Très bien. Le choix du thème de cette session a une forte résonance dans l'actualité. Exactement. Alors, ce n'est pas de notre volonté, parce que c'est un thème qui avait été arrêté en amont. Alors, c'est vrai, il faisait écho davantage à la situation observée dans plusieurs États de la région, avec plusieurs coups d'État qui ont entraîné la chute de plusieurs régimes, Burkina Faso, au Mali, au Niger.
et dans une moindre mesure, mais on pourrait s'y interroger, Gabon aussi, avec des bouleversements politiques qui ont été observés. Et l'idée, c'était justement de tirer de ces expériences les enseignements sur la prévention de ce type de crise et de voir un petit peu comment, au regard du droit international des droits de l'homme, nous pouvions faire valoir des priorités et des valeurs qui pouvaient être déterminantes pour prévenir et gérer ces crises. Et bien malheureusement, le contexte international, en très peu de temps, s'est considérablement détérioré. On le voit désormais. Bon, il y avait le conflit en Ukraine qui était déjà là. Il y a aussi beaucoup de pays d'Afrique qui sont en proie au conflit. Et puis là, le conflit entre Israël et le Hamas démontre très bien que malheureusement, et j'en suis le premier touché, on est dans une actualité brûlante avec évidemment beaucoup de questions qui se posent. Mais malgré toutes ces initiatives pour prévenir, en sensibilisant, en éduquant, on a comme l'impression que ça ne prend toujours pas. Alors, c'est pas vrai, dans la mesure où je suis convaincu que c'est par la formation et l'éducation qu'il faut persister. Il faut persister. Et là, si je peux, moi, faire un constat, c'est qu'on s'est peut-être dit un peu trop facilement que tout était acquis. Et que tout ce qui a été construit depuis 1948, parce qu'en fait, l'histoire du droit international des droits de l'homme, si on essaie de la dater, c'est 48, la Déclaration universelle, et on le voit d'ailleurs dans beaucoup de jeunesse, dans des démocraties, il n'y a pas véritablement d'inquiétude, alors qu'en réalité, il faut toujours avoir cette inquiétude. À un moment ou à un autre, il peut y avoir des violations, il faut toujours être vigilant, il faut préserver les acquis, et là, je constate que c'est peut-être aussi par facilité que beaucoup ont laissé passer ce qui était essentiel. Et ce qui nous rattrape aujourd'hui. Et qui nous rattrape complètement, et puis avec une violence inouïe. Alors, que doit-on entendre par... Je reprends en fait la thématique de votre exposé de cet après-midi. Que doit-on entendre par système international de protection des droits de l'homme? C'est quoi ce système international? Alors ce système, il est pluriel. C'est un système qui est, comme son nom l'indique, international, à deux niveaux. Le système universel, donc on présente aux participants qui nous suivent les grands instruments de protection des droits de l'homme. On parle de la Déclaration universelle de 1948, on essaie d'explorer les fondements et le contenu, de voir un petit peu ensuite les conséquences de cette déclaration, avec l'adoption de toutes les conventions et les mécanismes des Nations Unies, mais on s'intéresse également aux systèmes régionaux qui ont émergé parallèlement à l'affirmation des droits de l'homme au niveau universel. Systèmes régionaux, on a le système africain, on a le système européen, le système interaméricain. Donc tout ceci, c'est un système, c'est-à-dire qu'il y a des textes et des institutions pour en surveiller la sanction. Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui complique la lisibilité de l'efficacité? Alors c'est vrai. De ce système. C'est vrai pour cette, soi-disant, on peut le dire comme ça, sans être péjoratif, lourdeur. Alors c'est vrai que sur le plan institutionnel, c'est extrêmement lourd. Sur le plan politique, c'est extrêmement lourd. Et que ce soit la machine onusienne ou la machine des organisations régionales, l'Union africaine, le Conseil de l'Europe, c'est extrêmement lourd à faire bouger. Mais en même temps, ce sont des systèmes qui ont une efficacité qui est redoutable parce que, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure aux participants, l'histoire, elle est quand même assez courte. Hein. Ça fait que 75 ans que tout ça existe. Ça fait 75 ans... C'est nous qui sommes impatients alors. Exactement, et je crois qu'on a une impatience qui est légitime, parce qu'on aimerait bien que les choses aillent très vite et dans le bon sens. Mais le problème, c'est que... Puisqu'on en éprouve le besoin. Exactement, mais les sociétés ont ce besoin. Mais comme vous le dites, c'est aussi des choses qu'il faut faire bouger, des institutions qu'il faut mobiliser, qui ne sont pas forcément mobilisables, parce qu'il faut mettre d'accord tous les États. Donc c'est vrai que le système a ses défauts, mais il a quand même une très très grande qualité. C'est qu'en peu de temps, il a quand même réussi à faire de grandes choses. Alors, que faire de ces États qui s'excluent justement de ce système de protection de droits, de ce système international de protection des droits de l'homme, quand on voit un peu l'impuissance de certains États à faire avancer véritablement cette cause-là? Je crois que là, il faut pas cesser le combat. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux d'action. Il y a le niveau diplomatique, international. On doit garder la pression. Il y a des États qui gardent cette pression sur de nombreux États qui ont vocation ou qui souhaitent quitter le système ou s'en affranchir. Donc là, une pression diplomatique. Mais je crois qu'aussi et surtout la pression de la société civile. Cette société civile qui, dans de nombreux endroits, est extrêmement active
qui a une faculté d'alerte et d'action qui est particulièrement importante, ça c'est cette société civile qu'il faut mobiliser justement pour permettre que ces États reviennent vers le système. Et on le voit dans certains pays, c'est la société civile. Est-ce que ces États ont vraiment intérêt à revenir dans ce système? Ben, ils ont intérêt à revenir. Quand je prends la Russie, par exemple. La Russie n'en est pas sortie, la Chine non plus. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à interpréter les règles dans un sens plus que dans un autre. Mais en même temps, et si je prends le cas de ces deux États que vous mentionnez, ce sont des États qui sont partis aux conventions internationales et objectivement, si je prends le cadre onusien, qui acceptent de répondre par rapport à certaines choses de difficultés. Mais c'est vrai que c'est un élément parmi d'autres, il y a toute une chaîne, mais il faut vraiment mobiliser. Et là, c'est vrai que là, dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile. Je ne pense pas que ce soit dans un moment de tension aussi fort qu'on puisse sensibiliser ces États comme on souhaiterait. Parlez-nous un peu de la Fondation René Cassin. Je sais que vous avez deux pôles d'action, oui. Deux pôles principaux. Le premier, c'est la formation et puis il y a la recherche. Tout à fait. C'est-à-dire que l'objectif de René Cassin, quand il a créé cet institut, c'était de promouvoir les droits de l'homme selon ces deux axes, la formation et la recherche. La formation, c'est l'organisation de cours à destination d'avocats, de magistrats, d'étudiants, des forces de l'ordre. Et la recherche, c'est promouvoir la réflexion en droit international des droits de l'homme, en développant des manifestations scientifiques, en publiant des ouvrages, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux axes forts de notre institution, avec des déclinaisons évidemment dans chacun des deux, parce que sur la formation, on a des formations donc en France, mais maintenant à l'étranger, parce qu'il y a une dizaine d'années, on a pris la décision de sortir la fondation de Strasbourg, où elle est implantée, et de l'amener à Dakar dans un premier temps, et puis après de développer d'autres activités. Et de plus en plus maintenant, parce qu'on part de cette idée que j'évoquais tout à l'heure, la formation certes, mais l'éducation. Et l'éducation passe aussi par les plus jeunes. Et désormais, on est vraiment inscrit dans une logique où, bien sûr qu'on va maintenir toutes les activités que nous avons, mais on va également aller vers les plus jeunes, c'est-à-dire vers les scolaires. En France et à l'étranger, on essaie de réfléchir pour essayer de trouver des programmes et de développer des programmes en ce sens. Alors, professeur Touzé, il reste beaucoup d'enjeux dans ce combat contre le non-respect des droits des plus faibles, qui sont aujourd'hui les plus vulnérables à vos yeux? Les plus vulnérables, ce sont ceux qui s'opposent, ce sont ceux qui alertent, ce sont ceux qui montent au créneau et qui prennent de grands risques parfois pour dénoncer des violations. Je pense à la société civile, à tous ces défenseurs des droits qui, de par le monde, se battent au quotidien pour des causes auxquelles ils croient et qui sont tout à fait à défendre. Et c'est vrai que le plus grand défi, c'est de permettre à ces personnes d'influer de façon directe sur les décisions des États et de protéger ces individus. Je vous remercie. Merci à vous. Et bon séjour Merci beaucoup. À Abidjan dans le cadre de cette 7e session internationale. Merci à vous. Et puis merci pour l'accueil. Merci.